était le bras droit de François Hollande quand il était président. On sait que tous les détails sont importants à ce niveau-là, mais on aimerait que les futurs communicants sachent quelle est la chose la plus importante quand vous êtes dans un poste aussi exigeant. C'est d'avoir une grosse force de travail en réalité parce que c'est vraiment un boulot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quand je travaillais à l'Élysée, je dormais littéralement avec mes téléphones portables parce que j'en avais 2, parfois même 3. Donc c'est la disponibilité, la force de travail, ce qui permet de ne pas faire d'erreur, de rater aucune crise, aucun appel de journaliste et d'être toujours disponible pour la personne avec qui on travaille. En l'occurrence, pour moi, c'était François Hollande. Après, il y a plein d'autres qualités qui sont nécessaires, la créativité, la réactivité, le sens politique. Et le plus important, c'est la force de travail et la disponibilité. Comment on agit en politique sous communication de crise un peu? Je pense qu'il n'y a pas de manuel pour une communication de crise. Pourquoi? Parce que justement, une crise, c'est ce qui ne se passe pas comme prévu. Donc on peut ouvrir tous les manuels et tous les guides de communication, on n'y trouvera jamais la réponse. Donc il faut faire preuve de bon sens, d'honnêteté, de pragmatisme. Et je crois qu'il faut toujours chercher à ne pas trop en faire. Chercher à être vraiment dans l'épure, de l'honnêteté, de la simplicité du message. Moi, c'est toujours ce que j'ai cherché à faire pendant la communication sur les attentats, que ce soit de janvier ou de novembre 2015. On a cherché la simplicité, la sobriété, l'honnêteté et puis évidemment la volonté aussi de rassembler les gens, de les mettre ensemble en communauté pour éviter qu'ils se divisent. À ces postes-là, il y a parfois des situations compliquées, très souvent même. L'équipe de communication du président de la République a déjà été obligée de diffuser des fake news ou de mentir, ou en tout cas de ne pas expliquer la réalité ou tout ce qu'elle sait sur certains sujets. Alors moi quand j'étais à l'Élysée, on a toujours dit la vérité, en tout cas essayer de dire tout ce qu'on savait, faire preuve de transparence. Pourquoi? Certainement par intégrité éthique ou morale, mais aussi par intérêt. Parce que dans la relation qu'on a avec les journalistes et avec les citoyens à travers eux, on a intérêt à dire la vérité parce que ce qui est en jeu, c'est notre crédibilité. Rien n'est pire que d'apparaître comme un menteur, parce que sinon après les gens ne vous font plus confiance. Donc il ne faut pas le faire. Ou alors vous basculez carrément dans un autre style de communication à la Trump, dans lequel vous mentez du matin jusqu'au soir, et en fait vous comptez sur le fait que vos supporters sont suffisamment engagés auprès de vous pour toujours vous croire, même quand vous mentez, même quand vous dites que 1 et 1 font 3, les gens continuent à vous suivre. Moi, je ne suis pas de cette école-là, une école, on va dire, plus simple, dans laquelle on pense que la crédibilité, elle se construit à long terme sur la base de la vérité. Quel conseil vous donnerez aux personnes qui vont vous écouter ce soir, aux futurs communicants? Tout d'abord de suivre leur passion. Il y a 1000 façons de faire de la communication, 1000 façons de travailler dans les médias. Il est possible d'être à la radio, à la télévision, de s'occuper plutôt des réseaux sociaux, dans la com, de faire plutôt de l'écriture, plutôt de l'image. 1000 façons de le faire. Mais ce qui compte, c'est de faire quelque chose de façon passionnée, avec beaucoup de créativité et d'engagement. C'est ce qui permet de faire la différence. Vous nous avez parlé de l'honnêteté, comme quoi elle est importante aussi. J'imagine que le greenwashing, c'est une chose que vous déconseillez un peu. Ah oui, ça c'est sûr. Après, je pense que c'est toujours très bien de s'intéresser aux questions écologiques, même quand on est loin du compte. Mais là aussi, c'est la crédibilité qui compte. J'aimerais faire un rebond moi, sur l'actualité. Bien sûr. On a vu que Macron a fait jaser sur ses propos sur les Haïtiens. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il a dit qu'ils étaient complètement cons. J'ai vu ça, ouais. Quel rôle a joué le conseiller en com avant et après ce genre de déclaration? Alors, j'en ai aucune idée, mais je pense que le conseiller com n'a certainement pas conseillé au président de la République d'avoir ce genre de prise de parole parce que c'était évidemment déplacé. D'ailleurs, ils ont un peu rétropédalé par la suite, ils se sont excusés, même si le président de la République ne l'a pas fait lui-même. Je pense que le président de la République, il a certainement regretté ses propos, il n'a pas voulu le dire, mais bon, il le dira peut-être plus tard. Et donc le conseiller com ou son équipe de communication, ils ont dû faire baisser la pression, expliquer, essayer d'enrober ça pour relativiser en fait cette crise qui en était quand même une, même si ce n'est pas aussi grave que de se tromper dans la fiscalité des entreprises ou dans la sécurité des Français. C'est quand même très insultant pour les Haïtiens, donc il fallait que ça soit corrigé. Et dernière question, moi c'est sur l'aspect mental que j'aimerais vous interroger. Comment on se sent quand on a ce genre de responsabilité? Est-ce que c'est 24 heures sur 24 toujours sous stress ou on arrive quand même à jongler entre vie perso et vie pro? Non, c'est vraiment un sacerdoce parce que c'est un honneur de servir son pays. Moi, pendant 3 ans et même avant, quand je travaillais au Quai d'Orsay et même à la mairie de Paris, j'ai vraiment beaucoup travaillé, très peu dormi, peu profité des biens aussi, parfois je les regrettais. Mais c'est parce que j'avais l'honneur de servir mon pays, donc ça n'a pas de prix. Je suis aussi très content d'avoir arrêté pour cette raison-là, parce que résultat, j'ai mes week-ends, j'ai plus de temps pour m'occuper de moi et des miens.